Bonjour à tous, ici Céline Pinto, votre formatrice en digitalisation pour le BTS NDRC. Je vais vous réaliser le support vidéo du chapitre 17 du manuel. C'est le tout dernier chapitre du programme et il va s'agir de diagnostiquer l'activité e-commerce. Diagnostiquer l'activité e-commerce, ça signifie mesurer la performance commerciale du site. Il s'agit de savoir si le site est suffisamment efficace pour générer les ventes et, voilà, pour générer les ventes suffisantes à l'activité commerciale de l'entreprise. Diagnostiquer l'activité de e-commerce, ça passe d'abord par une démarche d'évaluation qu'il faut mettre en place. On va réfléchir à différents indicateurs qu'on va prendre en compte pour diagnostiquer l'activité de e-commerce. Ça va être le principal sujet de ce chapitre, les indicateurs à prendre en compte. Et une fois qu'on aura mis en place les indicateurs, on va réaliser des tableaux de bord qui vont permettre de mesurer justement cette activité e-commerce et vérifier si elle est cohérente avec la stratégie commerciale de l'entreprise. L'objectif de ce chapitre, ça va être que vous soyez capable d'analyser les performances du site, d'apprécier le choix des indicateurs, ça va être très important, et d'affiner l'analyse du site. Ensuite, il va falloir savoir suivre l'activité e-commerce avec un tableau de bord. Voilà, ce sont les 3 étapes que vous allez devoir connaître. Tout d'abord, il y a la mise en place de la démarche d'évaluation du site e-commerce. On va mesurer la performance du site à l'aide d'indicateurs. Évidemment, un site internet, l'avantage du site internet ou de la digitalisation, c'est principalement celle-ci, c'est que tout peut être suivi et analysé, notamment avec des outils comme Google Analytics qui permettent de mesurer tout le trafic du site, d'où il vient, comment il arrive, qu'est-ce qu'il fait sur le site, etc. C'est vraiment le gros avantage d'Internet, c'est qu'on peut, oui, on peut mesurer la performance d'un site Internet de manière très précise. Face à l'ensemble de tous les indicateurs qui sont possibles de mesurer, on peut vraiment tout mesurer. Il y a bien sûr à boire et à manger, comme on dit. Il va falloir choisir les bons indicateurs de performance pour que vous puissiez avoir un suivi efficace. Donc, mesurer la performance du site, ça permet de suivre la performance des actions avec des KPI. On verra tout à l'heure ce que sont les KPI, sont les Key Performance Indicators ou des indicateurs chiffrés de performance. Associés à un objectif, donc votre objectif commercial par exemple du site, les indicateurs clés de performance, ils vont permettre de suivre ou de traquer, c'est le même mot, et de mesurer la performance des actions. La gestion d'un indicateur, elle se décompose en 4 phases. D'abord, il va y avoir l'analyse de l'indicateur, l'interprétation de cet indicateur, qu'est-ce que ça signifie sur l'activité commerciale. Ensuite, la réaction, puis la décision. C'est-à-dire comment on va réagir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider de réaliser par rapport à l'analyse et à l'interprétation des indicateurs qui sont présentés. Donc, tout d'abord, il y a la notion de objectif. On va d'abord définir l'objectif. Ça peut varier en fonction de l'état de développement du site, de la stratégie web, pardon, et aussi par rapport aux étapes du tunnel de conversion que l'entreprise souhaite optimiser. Donc, ce qui est très important quand on va mesurer la performance d'un site e-commerce, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mesurer par rapport à quel objectif. C'est très important de savoir où on veut aller pour le mesurer. Et donc, les différents types d'objectifs, ça va être, par exemple, si on veut développer la notoriété du site, un site qui vient de débuter sur le web, voilà, son objectif, ça va être d'abord d'augmenter le trafic sur son site.
Ensuite, une fois que le site est un petit peu plus connu, a plus de notoriété, on va travailler sur la considération. La considération, c'est augmenter par exemple la durée des sessions de 10% pour une entreprise qui redéfinit son site, admettons. Alors là, je vous parle d'objectifs. Je vous renvoie vers les chapitres précédents. Un objectif, quand vous allez le rédiger, il faut toujours veiller à ce que celui-ci soit SMART. Donc, je répète, il faut qu'il soit simple, mesurable, ambitieux, il faut qu'il soit réaliste et il faut qu'il soit temporel. Il faut qu'il soit défini dans le temps. Par exemple, on va vouloir augmenter la conversion du site. Donc la conversion, par exemple, c'est la finalisation du panier d'achat et l'achat. On va avoir un taux de conversion supérieur à 10% de celui de son secteur pour une entreprise leader, par exemple. Ça peut être un type d'objectif. La fidélisation aussi, ça peut être un objectif. Et enfin, la transformation du client en ambassadeur, ça aussi, ça peut être un objectif. Donc, bien sûr, veillez à bien définir votre objectif avant de pouvoir avoir une stratégie d'analyse de la performance de votre site Internet. Alors, je reviens sur le KPI. Le KPI, c'est donc un indicateur chiffré de performance. Et donc, on va regarder vraiment quelque chose qui est mesurable. Par exemple, si on a un objectif d'attirer des nouveaux clients sur son site Internet, on va regarder par exemple le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est par exemple sur Facebook, vous faites une publication, on va voir le nombre de fois que la publication a été publiée, donc imprimée. Elle a potentiellement été vue. On va regarder aussi le nombre de clics ou le nombre de conversions. Dans le tunnel, impression, clic et conversion n'ont pas les mêmes valeurs. Une conversion coûte plus cher, entre guillemets, si on peut parler de prix, qu'une impression, évidemment. Si on a l'objectif d'engager nos clients, ce qu'on va regarder, ça va être le nombre de nouveaux visiteurs qui vont arriver sur le site. On va regarder le taux de rebond. Le taux de rebond, vous savez, c'est un internaute, il vient sur une page et il repart tout de suite. Plus le taux de rebond est important, plus la perte de visiteurs est importante aussi. On va regarder, donc ça veut dire que quelqu'un qui vient et qui s'en va, a priori s'est trompé, donc il est peu engagé. Le temps passé sur le site ou le nombre de pages sur visite, ça aussi, ce sont des indicateurs de l'engagement d'un internaute. Et bien sûr, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un indicateur très important. Le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est un taux d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est quand un internaute, suite à une publication, va s'engager, c'est-à-dire liker, partager, commenter, etc. Donc, pareil, les engagements sont différents. Ils n'ont pas le même prix. Un like coûte moins cher qu'un partage. Alors, quand je parle de coût, je parle plutôt de valeur. Un like a moins de valeur qu'un partage en termes d'engagement. Quelqu'un qui va partager une publication, il est beaucoup plus engagé que quelqu'un qui va seulement liker. Voilà, donc on va regarder ces indicateurs-là. Si on veut convertir, donc convertir un prospect en client, on va regarder bien sûr le taux de conversion, le nombre de contacts identifiés. Par exemple, là, on est sur le tunnel, on a des inconnus et on veut les transformer en contacts, en lead ou en prospect. On va regarder le nombre de contacts qu'on aura réussi à identifier suite à une campagne. Et on va regarder aussi le nombre d'abandons avant l'étape de conversion. Donc l'étape de conversion, c'est par exemple décider que le client, enfin le prospect, rentre dans le tunnel de conversion, d'achat. Donc il est en train de passer commande. Quand on est sur une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, il y a aussi sur les réseaux sociaux énormément d'indicateurs qu'on peut regarder. Donc ça, c'est les suivis des analyses statistiques, par exemple de votre page Facebook ou Instagram. Et pareil, si vous avez un objectif de notoriété,
Donc votre objectif, ça va être d'élargir par exemple la communauté sur les réseaux sociaux ou augmenter le trafic sur le site généré à partir des médias sociaux. Là, vous allez regarder le nombre de fans, le nombre de gens qui vous suivent ou le nombre de visites. Voilà. En fait, on a un objectif qui va être qualitatif et derrière, on va choisir des KPI, des indicateurs chiffrés qui vont nous permettre de traduire un nombre, un chiffre, en quelque chose de tangible, l'objectif, par exemple, d'augmentation du trafic sur le site web, généré à partir des réseaux sociaux. Si on veut développer de l'engagement et si on veut avoir une interaction plus forte avec les communautés, eh bien, le KPI qu'on va regarder, ça va être le nombre de commentaires. Parce que vouloir interagir plus fortement avec sa communauté, c'est bien, c'est un objectif. Comment on va faire pour mesurer cet objectif? Donc, on va chercher des données qui existent. Et là, du coup, on va regarder les posts qui ont le plus grand nombre de commentaires. Si on veut travailler sur la conversion et augmenter les conversions à partir des médias sociaux, c'est-à-dire on réalise un post, sur ce post, on met en avant nos produits avec un lien cliquable. L'internaute va cliquer et il va aller jusqu'à la fin du tunnel de conversion. Donc ça, on va le mesurer. On va mesurer les conversions qui viennent des réseaux sociaux. Ça, on peut très bien le mesurer avec Google Analytics. Donc, quand on va mettre en place une démarche d'évaluation, on va travailler par étapes. Donc, d'abord, on va définir l'objectif stratégique. L'objectif stratégique, c'est un énorme objectif, un gros objectif. On va décider de vouloir augmenter le chiffre d'affaires de la boutique, par exemple. Donc, augmenter le chiffre d'affaires de la boutique, c'est un objectif qui est très bien. Par contre, il y a beaucoup de façons d'y arriver. Et donc là, en fonction de cet objectif de chiffre d'affaires augmenté, on va définir des objectifs spécifiques ou des objectifs tactiques. Donc, on va décliner l'objectif stratégique en plusieurs petits objectifs. Donc, si on veut augmenter le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne, on va travailler par exemple sur à la fois l'augmentation du nombre de clients, l'augmentation du panier moyen et l'augmentation du nombre de réservations des promotions. Si on travaille sur ces 3 leviers, mathématiquement, on va faire augmenter le chiffre d'affaires de la boutique. Ensuite, en fonction de ces objectifs tactiques, pour chacun de ces objectifs, on va définir les indicateurs clés de performance qui vont correspondre à ces objectifs. Donc, par exemple, ça va être le nombre de nouvelles adresses mail qui vont être enregistrées si on veut augmenter le nombre de contacts. Le montant moyen des commandes, le nombre de paiements en ligne, le taux de rebond sur les promotions. On a vu les différents leviers, les différents indicateurs tout à l'heure qu'on pouvait mettre en place. Une fois qu'on a défini l'ensemble de ces indicateurs, donc on est sur des petits indicateurs, pour chaque objectif tactique, on peut avoir plusieurs indicateurs. On va déterminer l'objectif à atteindre pour chaque indicateur clé. Donc, par exemple, si on a besoin d'augmenter le nombre de contacts mail enregistrés, on va se définir un objectif en disant, moi, je veux atteindre 50 adresses mail par semaine ou 55 € par commande si on veut augmenter un panier moyen ou 10 paiements en ligne par semaine, etc. Là, on a vraiment un objectif à atteindre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre vraiment comme objectif? Comme ça nous permet de savoir, par exemple, si on a atteint un objectif de 50 adresses mail par semaine, si on est à 40 ou si on est à 60, on sait si l'objectif est atteint. Donc, on va vraiment, c'est un peu le système de l'entonnoir,
on réduit au fur et à mesure les indicateurs pour avoir ensuite un tableau de bord qui va nous permettre de mettre en forme les résultats des indicateurs dans un tableau de bord. Donc là, on peut partir sur des diagrammes, on peut partir sur des... Il y a beaucoup de manières de mettre en place ces tableaux de bord. On va le voir un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est comme ça qu'on évalue et qu'on met en place une démarche d'évaluation au sein de son site e-commerce. C'est très important de ne pas suivre tous les indicateurs possibles qui existent par exemple sur Google Analytics parce qu'il existe des tas d'indicateurs. L'idée, c'est vraiment de définir quels sont les indicateurs qui vont être intéressants par rapport à l'objectif stratégique que je me suis fixé pour mon e-commerce. On va revenir donc sur les principaux indicateurs d'analyse. Donc, les KPI, je viens de vous en parler longuement, ils peuvent varier en fonction des objectifs fixés. Il est possible de distinguer certains KPI indispensables pour mesurer la performance globale d'un site marchand. Une performance globale, on va la mesurer avec le taux de rebond, le taux de refus, le taux d'abandon de panier, par exemple. Donc, le taux de rebond, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Le taux de refus, c'est le pourcentage de visiteurs qui a consulté plusieurs fois une page web sans acheter. L'abandon de panier, c'est le pourcentage de visiteurs qui mettent des articles dans le panier mais sans le valider. Dans un chapitre précédent, on a vu que ça, l'abandon de panier, c'est à peu près 70% des paniers, tout secteur confondu. Donc là, on a vraiment un indicateur important et c'est là aussi qu'on peut aller chercher du chiffre d'affaires en allant travailler sur les abandons de panier, donc en optimisant son tunnel de conversion, etc. Ça, on l'a vu dans des chapitres précédents. On a d'autres indicateurs, le taux de conversion. Donc ça, c'est le nombre de visites par rapport au nombre de commandes. C'est le nombre d'internautes qui a passé commande au cours de la visite. Le taux de conversion ou de transformation, c'est un taux très important à regarder. C'est par exemple, vous voulez avoir 10 commandes, vous décidez d'avoir 10 commandes et avec le taux, si vous connaissez votre taux de conversion moyen, vous savez combien de gens doivent venir sur votre site pour atteindre le taux de 10 commandes. Donc ça, c'est un indicateur qui est important parce que ça permet aussi d'évaluer les moyens qu'on va mettre en œuvre pour augmenter les commandes. Le taux de conversion par visiteur unique. Ça, c'est le pourcentage d'internautes qui a passé commande sur une période définie. Le nombre de visites et le retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est très important aussi puisque ça calcule la rentabilité du site ou d'une action en particulier. Par exemple, vous réalisez un post sponsorisé sur Facebook pour vendre un produit quelconque qui vous dégage une certaine marge, par exemple une marge de 50 € par produit, je dis n'importe quoi, et votre campagne Facebook, elle vous coûte 300 €. Et bien voilà, le calcul du retour sur investissement, ça va vous permettre de mesurer combien de ventes il va falloir générer par rapport aux 300 € du post Facebook que ça vous a coûté pour avoir un retour sur investissement. Et donc, vous allez dire, moi, à partir de 10 commandes ou de 20 commandes, il faut le calculer, j'aurai un retour sur investissement positif. Donc, ça permet de voir la rentabilité d'une promotion. C'est important de mesurer ça, puisqu'après, on va apprendre des campagnes publicitaires qu'on va faire sur les réseaux sociaux, par exemple, pour définir le budget qu'on va mettre en place, les moyens, et puis corriger s'il se passe des choses positives ou même négatives, pour essayer d'optimiser les futures campagnes. On est toujours sur le principe du test and learn, on essaye et on apprend. C'est l'avantage aussi du digital. On a différents indicateurs qui vont mesurer la notoriété ou la considération.
Donc ils y sont tous, je ne vais pas forcément vous les détailler tous, mais on retrouve par exemple la répartition des diverses sources de trafic. Ça, c'est important. Est-ce que votre internaute, il vient par les réseaux sociaux, il vient directement par Google? Est-ce qu'il vient par des campagnes publicitaires que vous avez mis en place, etc. Comment il arrive sur votre site? Le taux de rebond, ça on l'a vu, la durée moyenne des visites et le taux d'ouverture de la newsletter. Ça permet aussi de bien mesurer l'affinité des prospects avec les offres proposées. Donc voilà, vous avez tout un tas d'indicateurs que je vous laisse détailler si vous le souhaitez. Les indicateurs de conversion, donc la conversion, c'est le fait de transformer un client en client fidèle, par exemple. Donc là, c'est pareil. On va regarder le nombre de transactions, on va regarder le panier moyen par canal d'acquisition et par navigateur, par exemple, si c'est intéressant pour nous, le nombre de produits par panier, etc. Ça, on va vérifier tout ça. On a pas mal d'indicateurs de fidélisation ou de transformation des clients en ambassadeurs. Alors là, je peux vous parler du Net Promoter Score, le NPS, qui permet de suivre la fidélité et le rapport du client à la marque. En fait, c'est le Net Promoter Score, c'est on pose la question à l'internaute de 1 à 10 à quel point il est en mesure de recommander le site à quelqu'un d'autre. Et donc là, on sait que par exemple, si la personne donne 9 ou 10, on sait que l'internaute est un promoteur du site. Si l'internaute donne une note entre 7 et 8, on va dire qu'il est passif, et de 0 à 6, on va dire qu'il est détracteur. La note moyenne sur les sites d'avis de consommateurs ou sur les comparateurs. Ça, c'est aussi un élément qui permet d'évaluer le positionnement par rapport à des concurrents, par exemple, etc. Les partages sur les réseaux sociaux ou le taux d'engagement des clients sur les réseaux sociaux également. Quand on va réaliser des campagnes emailing, ça c'est les emails permettent aussi de générer des conversions, on va regarder différents taux également, dont le taux d'ouverture, le taux de clic. Là, le hard bounces, c'est le nombre de messages qui ne sont pas délivrés par rapport au nombre de mails envoyés. Ça permet de mesurer la qualité de la base de données. C'est très important. Pour nos envois d'emails, il faut vraiment avoir une base de données très qualifiée pour éviter de rentrer dans les spams, par exemple, ou carrément d'être inscrit sur la liste noire ou rouge des opérateurs. Une fois qu'on a défini nos indicateurs par objectif spécifique ou objectif tactique, on va travailler sur la mise en forme du tableau de bord. Alors, à quoi ça sert d'avoir un tableau de bord? Déjà, c'est un outil de synthèse et de présentation qui va permettre aux dirigeants d'avoir une vue d'ensemble et une vue synthétique des indicateurs les plus importants pour l'entreprise. Quand un tableau de bord est bien effectué, ça permet à l'ensemble de l'entreprise, à toutes les parties prenantes, d'avoir une vision didactique et synthétique de l'activité du site e-commerce. C'est très important puisque, par exemple, quand vous n'êtes pas que un vendeur sur Internet, que vous vendez aussi par ailleurs, vous allez avoir des collaborateurs qui ont besoin, ou même le CODIV, le comité de direction, qui va avoir besoin de savoir où on en est sur le site. Et le tableau de bord, il faut qu'il soit synthétique, mais il faut aussi qu'il soit visuel, il faut qu'on puisse le comprendre rapidement. Donc, tous les indicateurs qu'on va avoir mis en place, qu'on aura chiffrés, l'idée, c'est de les présenter du mieux possible pour que on puisse voir clairement l'activité du site e-commerce. Le tableau de bord, il va donner un aperçu synthétique des résultats.
Il présente non seulement quelques-uns des indicateurs suivis par l'entreprise, quelques-uns c'est très important, et pas tous les indicateurs, et on va les choisir en fonction des objectifs stratégiques et de la communication que l'on souhaite faire passer. Il permet de vérifier si la stratégie menée a été efficace et si cette stratégie, elle nous guide, elle peut guider aussi dans la bonne direction, dans la prise de décision. On va voir que si un tableau de bord n'est pas bien effectué, on n'aura pas d'indicateurs qui vont permettre de prendre des décisions. On va avoir par exemple des indicateurs qui vont être positifs, et là on va être content, mais on va avoir des indicateurs qui vont être négatifs. Quand on aura ces indicateurs négatifs, le but c'est de les comprendre, de savoir ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions et corriger le problème. Donc, avant de construire un tableau de bord, on va d'abord réfléchir à qui on va l'envoyer, ce tableau de bord, à quel collaborateur. Est-ce que c'est des collègues du même service? Est-ce que c'est des collègues du service commercial, par exemple, ou du service R&D, ou alors est-ce que c'est la direction? En fonction des destinataires du tableau de bord, on ne va pas leur mettre les mêmes données. La fréquence de mise à jour. Pour construire un tableau de bord et suivre des tableaux de bord, il faut avoir une régularité. Donc là, si on n'est pas capable de mettre à jour tous les jours son tableau de bord, est-ce qu'on peut le faire de manière hebdomadaire? Et ceci de manière très régulière. On va aussi réfléchir à la forme et à la présentation du tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, on va intégrer des sources multiples. On va intégrer par exemple les sources d'informations qui viennent de Google Analytics, qui viennent de l'outil de statistique de Facebook, de LinkedIn. On va intégrer les données qui viennent de notre CRM et par exemple de nos emailing. Donc il faut trouver des solutions techniques pour automatiser l'agrégation des données dans un seul tableau. Il faut essayer d'automatiser tout ça, sinon ça devient très compliqué. On a Google Analytics qui propose son propre tableau de bord, qui est très complet et qui est personnalisable. Donc là, on va pouvoir mesurer sur Google Analytics l'audience du site, l'acquisition du trafic, tout le comportement des internautes et des conversions. On peut distinguer les sources de trafic, donc d'où viennent les personnes. Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent de Facebook? Est-ce qu'ils viennent de LinkedIn, d'Instagram, etc. Là, on sait d'où ils viennent. On sait aussi quel est le device qu'ils ont utilisé. Est-ce qu'ils viennent depuis leur téléphone portable, leur tablette, leur ordinateur, le navigateur qu'ils ont utilisé, etc. Ça peut être très important pour nous. Par exemple, si on a beaucoup de trafic qui vient des mobiles, on va devoir travailler notre site pour qu'il soit mobile first, c'est-à-dire qu'il soit vraiment compatible pour les téléphones portables. Si toutes nos ventes, 90% de nos ventes sont générées pour le mobile, il va falloir mettre toutes les ressources de développement sur le site mobile ou une application. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de développer le site dans sa version laptop portable. On va analyser la performance du référencement naturel et du référencement payant sur Google Analytics. Et on va pouvoir générer des rapports, des tableaux de bord qui vont permettre de comprendre les pages, les produits les plus consultés, etc. Google Analytics, c'est vraiment un outil très, très complet et en plus qui est gratuit, évidemment. Donc voilà ce qu'on peut regarder, les indicateurs qu'on peut mesurer sur Google Analytics. On va avoir un rapport des acquisitions, donc par quel canal l'utilisateur est arrivé sur le site. On a un rapport en temps réel, de savoir ce qui se passe en temps réel sur le site. Le type d'audience, donc qui vient sur le site, les utilisateurs, quel âge, quel sexe, quelle origine, quel centre d'intérêt. Il y a énormément d'informations, bien sûr. Hein, Google, je le dis de manière caricaturale, mais Google, c'est tout de nous. Donc, c'est bien d'utiliser cet outil parce qu'on utilise toute la puissance de Google avec Google Analytics. On va suivre des rapports de conversion par rapport aux objectifs fixés. On va avoir un rapport sur les comportements.
Le comportement, ça va indiquer les degrés d'interaction des internautes sur le site. Voilà, ça c'est un modèle de tableau de bord de Google Analytics. Et tout ça, on peut le personnaliser, définir qu'est-ce qu'on veut voir apparaître en premier, où on veut le voir apparaître, etc. Ça, c'est assez technique et complexe, mais on peut le mettre en place. Et c'est très important. Alors, un exemple de tableau de bord. Je ne sais pas si vous le voyez du coup sur la vidéo. Voilà, vous avez sur le lien, vous pouvez trouver un exemple de tableau de bord. Voilà, donc le chapitre est terminé. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez toujours réaliser les exercices d'application, notamment l'exercice d'application de la page 321, analyser les ventes d'un site e-commerce. Il y a 7 questions que vous pouvez travailler. Je vous remercie de votre attention. Du coup, a priori, vous êtes prêts pour passer l'épreuve. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et une bonne chance pour réaliser votre diplôme.